Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième émission de Sous la barre. Aujourd'hui au sommaire, on va commencer avec le Corner Ligue 1 avec Noam. Bonjour Noam. Salut Léo, salut tout le monde. Après, on fera l'Angleterre en surface avec Loris. Salut les gars. Puis on partira visiter les autres championnats européens avec le retour de Corto. Salut les gars. Puis Célian viendra nous parler du cas de Patrick Kalgreen et de son match contre le Paris Saint-Germain. Puis on finira par notre débat et enfin un quiz. Donc on va commencer avec Noam, Ouais. donc le Corner Ligue 1. Ouais, donc salut tout le monde. Donc moi pour la Ligue 1, on a vu une belle journée de Ligue 1. Beaucoup de buts, très peu de surprises malheureusement. Les plus gros ont respecté la hiérarchie. Donc niveau des résultats, il y avait la grosse affiche, c'était Marseille-Monaco. Marseille s'est imposé 2-1. Ensuite le SCO allait au Havre, ils font la belle opération en s'imposant 1-0. Toulouse-Auxerre 2-0. Lyon gagne 4-1 face à Nice dans une belle affiche également. Ensuite, il y avait Montpellier-Lille, match nul. Puis Paris-Nantes, autre surprise. Nantes, qui est dans une début de crise, arrive à arracher un point à Paris. Brest, lui, il emporte sans souci face à Strasbourg 3-1. Rennes met une fessée à Saint-Etienne 5-0. Et Lens s'impose à Reims. Donc, je ne sais pas si on peut avoir le classement, mais au classement, c'est toujours Paris leader. Marseille reprend la deuxième place à Monaco. Et Monaco, du coup, troisième. Quand on voit la course au maintien, le Havre, eux, ils se détachent un peu, malgré leur défaite. Nantes recolle grâce au point du nul et Montpellier toujours dans le fond du classement. Donc après, j'ai fait une petite équipe de la semaine, on va en parler ensemble, les mecs. Donc devant, j'ai voulu mettre 3 joueurs pour marquer la journée. J'ai mis Blas, Lacazette, Kalimundo. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je pense que c'est assez cohérent. Franchement, Blas, il a fait un super match. Il a été un peu partout. Puis ressentir sur son aile droite, là, il a fait un super match. Donc, Les gars. Moi je pense que Lacazette c'est Lacazette. obligé qu'il y soit. Triplé ce week-end, c'est. Je lui ai mis 10. Patron, Je lui ai mis il 10. passe la barre des 150 buts aussi en Ligue 1 donc. Je pense que la très bonne performance de Mikotadze en Europa League, ça l'a peut-être un peu réveillé parce que Peut-être, ouais. Oui. ça pousse derrière. Il y a des Orban, même si en ce moment c'est un peu moins bon, mais je pense que ça l'a motivé. Du coup, milieu de terrain, j'étais un peu inspiré. J'ai mis Siro, qui joue à Toulouse. C'est l'un des métronomes de Toulouse depuis le début de saison. Franchement, c'est un joueur de l'ombre, mais il brasse énormément au milieu de terrain. Ensuite, j'ai mis Abdelli au milieu de terrain, du SCO. Donc, l'unique buteur du match Le Havre-Angers, qui dans le milieu, pareil, fait un travail monstrueux. Si le SCO est 14e, c'est uniquement grâce à lui, honnêtement. Il fait tout le travail du SCO. Et puis Thomasson, 2 émissions, 2 équipes de la semaine pour lui. Pareil, à Lens, on n'en parle pas tant que ça, mais franchement, il fait un travail monstre. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis Abdelli, il fait quand même un bon début de saison. Ouais, carrément. Donc, Si. Après, on passe à la défense. Là, c'était plus compliqué. Il y a moins de défenseurs qui sont sortis du lot. J'ai mis Silla à gauche de Montpellier. Match nul, mais une belle performance. Le Cardinal de Brest, avec Lala de Brest aussi en défense. 2 Brestois. Solide performance face à Strasbourg. Puis Danso de Lens. J'hésitais avec un autre défenseur de Lens, mais j'ai mis Danso. Et puis dans le but, je pense qu'il a largement sa place. Carlsen de Nantes, premier match en Ligue 1, méga perf, franchement, face au PSG. Je pense que vous avez un Je suis truc à dire. d'accord. Peut-être à gauche, moi j'aurais mis Tagliafico. Ouais, Qui a c'était fait un un- bon match, mais après, si là, on peut débattre. Et oui, je pense que dans le but, en défense et tout, il n'y a pas vraiment de. Ouais, Corto, t'en penses quoi? Je pense qu'il n'y a pas de débat. On en parlait tout à l'heure. Karlgren fait vraiment un super match. Ça peut relancer aussi peut-être une concurrence à Alban Lafont qui n'en a pas eu depuis un petit bout de temps. Donc je pense qu'avoir 2 gardiens qui ont le niveau pour jouer en Ligue 1, ça peut que être bénéfique pour le FC Nantes. Même si je pense qu'avec ses récentes performances, je sais pas si Alban Lafont a le niveau pour jouer en Ligue 1. Quand on voit. Ça, c'est un autre certains débat. matchs. Mais c'est un autre débat, ouais. Je suis pas forcément d'accord, mais on va passer à la suite. En top équipe, je voulais être Marseille. Donc Marseille s'impose. Voir Marseille s'imposer, c'est pas hyper choquant, mais quand même face à Monaco, puis en plus à domicile. Ils n'avaient pas gagné au Vélodrome depuis mi-septembre, les Marseillais. Donc là, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, je trouve. Je trouve que c'est sympa. Une belle équipe qui bat une belle équipe. Ils passent deuxième. Donc pour moi, c'est top équipe. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pensez qu'ils arriveront à accrocher une deuxième place dans le championnat ou peut-être plus à voir? Plus, ça semble compliqué au vu de l'avance déjà du PSG. Après, la deuxième place, elle est jouable. Maintenant, faut faire attention. Il y a Monaco, il y a Lille aussi derrière qui peut pousser. Donc,
et peut-être une autre équipe qui reviendra d'ici là. Mais ils ont le potentiel en tout cas pour le faire. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Ça, on verra en fin de saison. Et toi, Noam, du coup, t'en penses quoi? Moi, je vois pas Marseille finir sur le podium, je pense. Moi, je vois bien Lille revenir très fort. Donc, on verra. C'est quand même une équipe assez irrégulière, hein, Marseille. Oui. On s'enflamme à un match, un week-end, puis l'autre match, on pleure. C'est ça. C'est un peu à l'image. C'est vrai que bon. C'est un peu à l'image du De week-end leur- en Ligue 1, Oui, c'est ça. C'est ça. qui était assez hétérogène avec des résultats un peu variés. C'est ça. Ouais. Et du coup, pour la flop équipe, une équipe qui a contre-performé, je pense qu'on est tous d'accord, Saint-Etienne, j'ai mis. Oui, c'est vrai. Gros gifle à Rennes, 5-0. Malgré qu'ils ont pris un carton rouge en début de match, une faute de main de Cafaro, mais pour moi, il n'y a pas de débat. C'est l'équipe flop, 5 buts. Ils prennent 25 buts encaissés à l'extérieur cette saison pour 6 matchs. Ils marquent que 4 buts, je crois. C'est pas possible, littéralement. Donc pour moi, c'est largement l'équipe flop. Puis je vous demande, mais moi, je pense que ça va redescendre en Ligue 2 bien vite, Saint-Etienne. Ça va redescendre. Je pense que Montpellier est très très mal aussi. Après, il y a pas mal d'équipes qui sont dans une très mauvaise passe en ce moment. On parlait de Saint-Etienne, on parlait de Montpellier. Le Havre, c'est pas fameux non plus. Non, c'est vrai. Nantes, on a eu un peu d'espoir ce week-end avec le nul inespéré accroché à Paris. Maintenant, il faut confirmer et ne pas perdre contre des équipes comme Le Havre, par exemple, qui sont des concurrents directs au maintien. Je te sens touché par ces mots, Loris. Non, mais après dire que la performance contre le PSG, c'était une bonne chose. Oui, il y a eu 1-1 dans le score, mais moi j'ai regardé le match et franchement, produire ce genre de jeu, tout mon respect à Antoine Kombouaré, mais franchement, c'est quand même désolant, quoi. Tu peux pas te plaindre en fait. Quand peux tu pas me vas plaindre, à Paris, mais- tu veux pas forcément proposer du beau jeu en fait. Ouais. Enfin, quand tu es une petite équipe qui joue le maintien, Quand tu te déplaces au parc, tu sais que tu vas pas avoir beaucoup la possession, que tu vas pas avoir beaucoup d'action. Et dans le jeu, on a été surdominé, mais ce qui compte, c'est le résultat à la fin. C'est cette action de Mathis Sabline de grande classe qui enrhume William Pacho et qui finit derrière. C'est ce qu'on attend aussi de ce genre de match. On sait qu'on va pas les dominer. Et ça sert à rien de se mentir non plus, même en tant que supporter. On sait qu'on va pas les dominer. Ah. Donc, Faut pas oublier le début début de saison catastrophique de Mathis Sabine. Hein. C'est pas un but et un crochet sur Pacho qui vont. non, je dis pas qu'il fait un bon début de saison. Je dis juste que là, c'est lui qui nous sauve. Oui. En tout cas, pour les Stéphanois, c'est un peu le week-end cauchemardesque Oui. entre cette contre-performance et un match mené de bout en bout pour l'OL. Mm. Donc à voir. Peut-être est-ce qu'ils vont réussir à se relever après cet échec cuisant? c'est ça. Donc je vais vous demander, pour vous les gars, les 3 clubs qui vont redescendre, ou 2, selon ce que vous pensez pour les barrages. Je vais commencer. Moi, je vois Montpellier ne pas se redresser, franchement. Je pense que ça va être descendre directement 18e. Comme je disais, du coup, Saint-Etienne, pour moi, ils vont flancher aussi. Et moi, je vois bien Nantes finir 16 en place de barrage, mais se sauver comme j'y arrive d'habitude. Toi, Loris, je sais pas. Moi, pareil, mais je vois pas Nantes se sauver parce qu'à un moment, il faudra peut-être se réveiller. Je pense que la direction au club, ça commence à faire beaucoup. Et je pense que c'est un avis impopulaire, mais une descente et peut-être un départ du président, ce serait à envisager, une bonne chose pour le FC Nantes. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un ras-le-bol général. Personnellement, moi je pense plutôt sur Saint-Etienne et Montpellier. Après ce début de saison, même si Montpellier a un peu cette faculté de se sauver in extremis à chaque saison depuis quelques années maintenant. Et pour la plage de barragistes, je pense que ça va se jouer entre Nantes et Le Havre, qui sont un peu des équipes qui sont faibles tactiquement en ce moment. Et du coup, toi, Corto, c'est quoi ton avis dessus? Moi, je vois Montpellier finir dernier sans grand débat. C'est peut-être parmi les 5 grands championnats l'équipe la plus faible en ce moment. C'est le néant. Ouais. C'est très très compliqué. Il y a des tensions. Le coach n'est pas serein, on l'a vu ce week-end. Il est constamment tendu et je pense que la situation du club en est pour beaucoup. Saint-Etienne, ça va être compliqué. Je pense qu'ils descendent aussi. Et barragiste, un peu comme Léo, je pense que ça va se jouer entre Nantes, Le Havre et peut-être le SCO en cas de blessure d'Abdelli. Comme tu le disais, c'est le seul à faire des bonnes perfs quasiment tous les week-ends. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve Montpellier, c'est un peu une saison à l'image du SCO d'il y a 2 ans.
quand C'est ils ça. finissent dernier. Bon, moins extrême parce que le SCO il bat des records quand même de défaites et de. Et Bordeaux Ouais, aussi, c'est- Bordeaux. Et Bordeaux. Ouais. Mais je Bordeaux vois, aussi, ouais. au SCO, il y avait des problèmes internes, le président accusé d'agression Ouais. sexuelle, trucs comme ça, des tensions Ouais. dans le club. Oui, c'est ça. Là, je vois bien Montpellier, pareil, faire une descente, mais je pense en Ligue 2, ils dureront pas longtemps. À Mais voir. C'est le football, il y a plein de choses qui changent. Tout de suite, l'Angleterre en surface avec Loris et notamment une petite désillusion pour Manchester City. Et oui, effectivement, on a eu un beau week-end Premier League. Il y a également eu Manchester United, Everton, Chelsea, Aston Villa, et du coup le gros match, comme tu l'as dit, Liverpool, Manchester City. Donc Manchester United, il y a eu l'arrivée du nouveau coach Ruben Amorim. Même s'il avait déjà fait un match sur le banc des Reds, là il a confirmé avec une victoire 4-0 contre Everton. Il y a eu des grands joueurs comme Rashford, Amad Diallo ou encore Zirkzee qui ont fait des bons matchs. Et du coup, voilà. Il y a une assez bonne tactique de la part de Ruben Amorim qui se met en place avec son fameux 3-4-2-1. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bah, moi, je suis assez positivement étonné. Je le voyais pas. Bon, c'est fait pas longtemps du tout, mais je le Oui. voyais pas réussir dès le début. Et il tente à renouveau avec United. Bon, de toute manière, il fallait quelque chose, hein, mais ça a l'air pas plus mal, je trouve. ouais, je trouve que aussi la dynamique change par rapport à Ten Hag. Mm. Le jeu il est plus direct, ça joue dans les demi-espaces et franchement c'est assez beau à voir jouer. Donc c'est une amélioration pour Manchester United. C'est une grosse amélioration. Après, je vais parler des matchs d'hier soir et ils ont perdu, mais après c'était une grosse équipe d'Arsenal, donc à voir. Donc je vais parler de Chelsea-Aston Villa. Chelsea a gagné 3-0 contre une équipe d'Unai Emery qui est en difficulté. Donc je trouve que Maresca il arrive à trouver son système avec le latéral inversé, avec Gusto qu'on a rarement vu dans ce poste-là. Pourtant ça marche bien. Et un Enzo aussi dans le demi-espace plus haut. Normalement il est Oui, meilleur c'est- plus bas, mais là il a marqué un but, il a fait un super match. Et franchement il enchaîne et, Mm. et il retrouve sa place parce qu'il avait perdu sa place au détriment de Lavia et Caicedo. Mm. Donc je trouve que c'est une bonne performance de Chelsea qui commence à faire peur quand même aux grosses équipes. Hein. Ils sont Ah, Ah, deuxièmes. ils sont là, hein, ils sont ils sont là. présents. Après, Loris, ça reste quand même une grosse équipe de base, même si ces dernières Oui. saisons, Et c'est un peu plus ces dernières compliqué. saisons, ces dernières saisons, c'était beaucoup critiqué quand même. Oui, mais on dirait que tu parles C'était d'un club de championship. Non, mais Non, non, bien mais sûr. ça jouait le top 10, quoi. Avant, Oui. enfin, Ah, c'est oui. à dire, mais. C'était beaucoup critiqué sur les dernières saisons, mais je pense aussi que c'est le nouveau projet qui se met en place. On l'a vu, on va prendre l'exemple, on parlait de la Ligue 1 tout à l'heure, le PSG c'est un projet à très très long terme et je pense qu'ils l'ont toujours pas compris. Là il y a un nouveau président qui arrive avec une nouvelle idée du football, un recrutement très axé sur la jeunesse, mais du coup peut-être trop axé sur la jeunesse aussi. Ça se met en place, mais c'est ce que j'avais dit il y a 2 ans, va falloir faire gaffe à Chelsea parce qu'ils ont un nouveau projet et sur le moment ça peut ne pas briller, mais par contre ils ont des jeunes très très talentueux qui arrivent et aujourd'hui ça porte ses fruits, ils sont dauphins de Liverpool donc C'est ça. Et donc, on va parler du plus gros match du week-end, Liverpool-Manchester City. Je pense qu'il n'y a pas vraiment eu de débat. Je sais pas si vous avez regardé le match, les gars. Si, bah si, Ouais, forcément. forcément. Encore tout. ouais j'ai bien regardé et j'ai bien kiffé. Et oui, franchement, pressing contre pressing, Arne Slot, il nous fait un début de saison, franchement, magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est une prestation... En fait, j'ai même pas retiré des joueurs en particulier. Masterclass collective, franchement, c'était C'est un ça, c'est super le match. collectif, c'est que c'est même C'est plus ça. porté par des individualités, c'est Quand même Mo Salah qui est... Mo Salah qui fait une saison Oui. énorme malgré son âge. On a tendance à l'enterrer un peu à chaque début de saison et il nous prouve que il est toujours là. Mais oui, non, l'aspect collectif, on voit la renaissance aussi de Gravenberch qui avait été un peu mis au placard la saison dernière parce qu'il correspondait moins au système de Klopp. Mais là, Gravenberch qui renaît. McAllister, c'est du très haut niveau, hein, franchement. Ouais, bah, ils ont un milieu là. Luis Ouais. Diaz aussi qui Ouais, est puis la rotation, meilleur que Luis jamais, Diaz, Rakpo, c'est... On a eu d'autres matchs de PL hier. Oui, du coup, on a eu d'autres matchs de PL hier. On a eu Liverpool-Newcastle, qui est un très beau match. Franchement, j'ai pas honte de le dire, c'est le plus beau match que j'ai eu cette saison. Franchement, l'intensité. Ouais. Isaac, quel match, hein, franchement, son but, et puis il est partout. Franchement, un très grand attaquant. Il y a eu Chelsea qui a gagné 5-1 sans difficulté contre Newcastle. Et Arsenal-Manchester United, 2-0, 2 buts sur corner, la spécialité. Un moins beau match, c'était un peu plus dur, un peu moins rythmé, mais c'était un match plus tactique, je pense que... Énormément de corners. Ouais, c'est ça, non, corner. Mais par contre,
Et City a renoué avec la victoire 3-0 contre une bonne équipe, normalement, de Nottingham Forest. Est-ce que toi, Loris, qui suis assidûment la Première Ligue, est-ce que tu penses que ça va relancer City après ce mois de novembre chaotique en Première Ligue et en Ligue des Champions? En fait, j'ai regardé le match et je trouve qu'il se repose vachement sur des individualités, en fait. Que De Bruyne a porté sur l'équipe. De Bruyne, sur des petits coups de folie de Doku. Donc, à voir sur le long terme. Pour l'instant, ça... Ouais. Faut pas s'emballer, c'est quand même Voilà, faut Nottingham pas s'emballer. Forest. C'est ça. Voilà. Oui. Qui a fait un bon début de saison. Qui Qui a a fait fait un sixième très bon- qui a avant... fait un très bon début de saison. Mais qui a battu une Liverpool. équipe de milieu de tableau. Oui, oui. Oui, bien sûr. Même de bas de table. Voir qu'il se bat pour rester en Première Ligue. Donc, on va faire l'équipe de la semaine, comme Noam. Donc, en buteur, j'ai mis Mohamed Salah, qui a fait un super match. Saka, qui a fait également un super match, 2 buts, 2 passes D, 1 but. Kevin Shade, de Brentford, qui a mis un triplé. Milieu, Enzo Fernandez, Odegaard, Kluivert. Kluivert triplé sur penalty, une première dans l'histoire de la Première Ligue. Et en défense, Cucurella, qui a fait un super match. Gabriel, Van Dijk, Trent et Matt Sells. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de gardiens qui se sont démarqués. Il y a Keller de Liverpool qui a aussi fait un bon match, mais qui n'a pas eu vraiment C'est qu'il a rien d'occasion. eu à faire. Oui, il a rien Après, eu ce à qu'il faire. a eu à faire, il l'a bien fait, mais c'est vrai que sur 90 minutes, on peut pas dire qu'il a été réellement influent. Ouais. Nous 2 sorties dans les pieds d'Haaland en fin de match, mais Et je pense qu'il y avait débat avec certains joueurs. J'aurais pu mettre des joueurs de Manchester United, Ouais. comme Rashford, Zirkzee aussi, que j'avais mis au début. Et j'aurais pu mettre, du coup, comme j'ai dit, Keller. Moi, on parle pas d'hier soir, là, on est d'accord. Non, on parle de... Bah, du coup, j'aurais juste mis Zirkzee à la place de Mo Salah, moi, du coup. Mais après, c'est une équipe cohérente, hein, Ouais. franchement. Ouais. Ouais. Ok. Ah, donc des résultats très surprenants en Première Ligue, avec City qui flanche ce week-end mais qui se relève hier soir. Tout de suite, on va passer faire un petit tour dans les différents championnats européens avec le retour de Corto. C'est parti. un leader qui n'y arrive plus, des gros scores et un match arrêté. Bienvenue dans cette chronique Eurotour où je vais vous faire voyager à travers l'Europe. On commence en Espagne où décidément le Barça n'y arrive plus. Troisième match sans victoire. Troisième match de suite sans victoire. Après la défaite à la Real Sociedad et le match nul contre Celta Vigo concédé sur des erreurs bêtes. C'est désormais le club formateur de Pedri Las Palmas qui est le bourreau des Blaugrana. Les hommes d'Hansi Flick, qui s'étaient pourtant relancés en début de saison, en début de semaine, face à Brest en Ligue des Champions, sont désormais un seul point devant le Real, qui il y a un mois était à 10 points d'écart du Barça. Il y a une action dans ce match qui a retenu mon attention, c'est la faute non sifflée, non sanctionnée de Sandro sur Alejandro Balde. On voit sur les images que Sandro fait clairement bloc et ne joue absolument pas le ballon sur Alejandro Balde. Et derrière, le latéral sort sur civière. Donc c'est fort dommageable. Et que la faute ne soit pas sifflée, je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah si, carrément. Enfin, moi, j'étais carrément étonné aussi. Enfin, c'est carrément complètement antisportif, en fait, l'action. Et même lui s'attendait à être sanctionné, en fait. Donc ça, le plus choquant, l'arbitre a pas branché. Même quand il l'a vu Baldé sur civière, en fait, il a pas... non, c'est un petit scandale, ouais, quand même. Ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, même plusieurs années que chaque semaine en Liga, on a un scandale d'arbitrage. Est-ce que Corto, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que franchement, ça gâche un peu l'image de ce championnat qui était le plus grand championnat il y a une dizaine d'années maintenant. Bah, je pense que niveau purement sportif, ça l'est toujours. Après, c'est vrai qu'il y a ces erreurs d'arbitrage qui viennent gâcher la plupart des week-ends. Je comprends pas et je ne conçois pas qu'avec des outils comme la VAR qui sont disponibles et performants aujourd'hui, cette action par exemple ne soit pas revue par l'arbitre, parce que je pense qu'il y a au moins carton et
Pour ma part, je pense même rouge, hein, parce que c'est Ouais. clairement une action antisportive. Il n'y a pas d'envie de jouer le ballon de la part de Sandro. Donc c'est ce genre d'événements qui peuvent donner un peu moins envie. Après, le jeu proposé est toujours sympathique. Donc ce serait dommage de s'en priver pour ça. Et Célian, un petit avis sur la Liga? Par exemple, quand tu disais tout à l'heure Liga, toujours sur le plan sportif, meilleur championnat, je pense qu'il y a la PL aussi. Oui, il y a l'APL de loin, mais Mais oui, je pense qu'il y a des équipes favorisées dans le championnat, c'est clair. Mais que là, oui, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. La VAR, je pense que ouais, c'est dommage. Et ça, c'est pas forcément que en Liga. Ça, Ouais, c'est ce que j'allais dire. ça fait parler beaucoup en Liga parce que il y a cette VAR et il y a des arbitrages parfois très douteux, mais après il y en a un peu dans tous les autres championnats. Là, justement, la Première Ligue, c'est un peu le seul championnat où je vois pas trop de scandales liés à l'arbitrage, et je pense que c'est aussi une manière différente d'arbitrer. On laisse peut-être un peu plus jouer. C'est pas le même jeu. C'est pas le même jeu déjà. Mais ouais, non, je trouve ça dommage. Après, je sais qu'en Ligue 1, ça fait beaucoup parler aussi certaines fois. Après, si je peux me permettre, je oui, pense oui. qu'en Liga, c'est autant scandaleux parce que bon, déjà, ça joue beaucoup plus qu'en Ligue 1, je trouve. Ouais. Du coup, tu as beaucoup plus d'actions à siffler, forcément. Ouais. Et en Ligue 1, c'est bien plus des gros coups, je trouve, que de l'anti-jeu, quoi. En Espagne, c'est souvent l'anti-jeu et les arbitres sont assez aveugles là-dessus, quoi. Ouais. Donc, Tolérant. On a eu d'autres résultats en Liga? On a eu d'autres résultats parce que j'en parlais tout à l'heure, mais le Real, dans son coin, profite de chaque erreur du Barça pour recoller au classement. 10 points d'écart il y a un mois. Aujourd'hui, il recolle à un seul point du leader. Match très abouti malgré les nombreux blessés, les nombreux absents avec lesquels Ancelotti n'a pas pu composer ce week-end. Le Real venait de perdre en plus à Anfield en Ligue des Champions, donc c'était le moment de se relancer. Mbappé a fait peut-être sa meilleure performance depuis son arrivée dans la capitale espagnole. On a aussi l'autre club de Madrid, l'Atlético, qui en déplacement à Valladolid n'a fait qu'une bouchée de son adversaire. Victoire 5-0. Des buts d'Antoine Griezmann, mais aussi de son compatriote Clément Lenglet, de Rodrigo De Paul, mais aussi des deux attaquants Sorloth et Julián Álvarez. Dans les autres résultats de ce championnat, on a vu Séville et Osasuna se neutraliser, tout comme Villarreal et Girone, pardon. On passe maintenant en Italie, où le choc du week-end entre l'Inter et la Fiorentina a dû être arrêté quand le milieu de terrain de la Viola, Edoardo Bove, s'est effondré en plein milieu de la pelouse du stade Artemio Franchi. Des images qui font peur, mais qui montrent peut-être aussi les limites du corps d'un footballeur et d'un sportif en général. Ça relance le débat sur la santé des joueurs et l'intensité des matchs. La santé des joueurs, l'intensité des matchs, mais surtout l'accumulation de matchs. C'est que on a cette tendance depuis quelques années à vouloir rajouter de plus en plus de matchs, et au bout d'un moment, le corps dit stop. Et là, ce week-end, c'est Edoardo Bove qui en fait les frais. Malaise cardiaque sur le terrain. C'est des images qui nous rappellent l'Euro 2021 plus récemment avec Christian Eriksen contre la Finlande. Et d'ailleurs, le joueur va bien maintenant. Il est éveillé, il fait attention à tout ce qui se passe. Il a déjà envie de jouer, mais le problème, c'est est-ce qu'il pourra rejouer? Parce que Christian Eriksen, quand son accident cardiaque était arrivé, il jouait à l'Inter et il avait été obligé de quitter le championnat car la législation italienne est assez sévère là-dessus et n'a pas trop envie de faire jouer des joueurs qui ont eu des problèmes cardiaques. Donc derrière, Eriksen s'était relancé à Brentford et à Manchester. Et derrière à Manchester. À voir donc si Edoardo Bove pourra continuer en Serie A ou devra changer de championnat pour continuer sa carrière. Après, quand on voit le cas d'Eriksen, ça peut être encourageant. On peut voir que c'est possible de se relancer après un tel accident, car Eriksen a vécu de très belles années depuis, même si forcément il vieillit et c'est plus autant qu'avant, mais sur les 3 dernières saisons, il était quand même assez étincelant pour quelqu'un qui revenait d'un accident aussi grave. Oui, c'est ça. Il y a des fois, et justement la Fiorentina, cet effondrement de Bove a pu raviver des souvenirs assez douloureux. On le sait, la Fiorentina, c'est un club très particulier. Il leur manque un numéro comme le FC Nantes avec
avec Salah le numéro 9. Chez eux, c'est le numéro 13 de Davide Astori qui avait fait un malaise cardiaque dans son sommeil et qui ne s'est jamais réveillé. Donc ça peut faire peur, surtout quand on connaît les antécédents de certains joueurs. Après, c'est des choses qui arrivent. Désolé d'avoir plombé l'ambiance. On va avoir des nouvelles plus positives du côté de Milan maintenant, avec l'AC Milan qui a battu sèchement 3-0 Empoli. L'homme du match, on parlait de Ryan Gravenberch, mais il y a un autre néerlandais qui joue très très bien et très très fort depuis le début de saison, c'est Tijani Reinders. Le milieu, auteur d'un doublé, a profité d'une défense d'Empoli complètement déboussolée et perdue face au pressing milanais. Alvaro Morata a aussi marqué dans ce match. Et ça me pousse à vous poser une question. Est-ce que le Pays-Bas ne tient pas son milieu pour les prochaines années ? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Céline ? Moi, je pense que ouais. Les Pays-Bas tiennent leur milieu. Et toi ? Je pense que les Pays-Bas, ça reste quand même un vivier de jeunes joueurs qui sont assez forts. Ouais. Au fil des générations, on peut penser notamment à la génération qui jouait à l'Ajax en 2019. Oui. Mais même c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les Pays-Bas arrivent souvent à avoir de très bons jeunes joueurs. Ouais. Après, sur la durée, c'est souvent un peu plus chaotique. Ouais. Donc à voir l'évolution de ce jeune joueur. Moi, je pense qu'avec 2 pépites comme ça, encadré par un De Jong qui est déjà bien en place, mais pas vieux en fait en soi. Pas si vieux que ça, ils ont le même âge quasiment. Ouais, voilà, donc moi je pense que Avec là, Reinders. c'est l'un des milieux. Bon, après, il y a d'autres milieux, France, Allemagne notamment, même Espagne. Oui, bah oui. Mais pour les Pays-Bas, qui est un peu une nation de second niveau, j'ai envie de dire, ça ne peut que les aider, quoi. Ouais. C'est une nation qui a formé beaucoup de défenseurs. Et là, c'est 2 milieux défensifs à la base, mais qui, on le voit, peuvent apporter énormément offensivement. On voit aussi le début de saison à Liverpool de Gakpo, qui est exceptionnel. Donc je pense que c'est très encourageant pour la sélection hollandaise dans les années à venir. On passe du côté de Naples, qui, petit point rapide, s'est sorti sans broncher du piège turinois. Victoire 1-0, mais match plus qu'abouti, et surtout du buteur Scott McTominay, qui était pendant longtemps indésirable du côté de Manchester, et qui, depuis son arrivée en Italie, est en train de renaître complètement. Dans les autres matchs de Serie A, l'Atalanta triomphe à Rome, sans sourciller. Bologne écrase Venise 3-0. Et la Juve, elle, par contre, cale à Lecce, pendant que Parme surprend la Lazio, avec notamment une très bonne performance d'un joueur que je ne connaissais pas avant le match, Anas Haj Mohamed, 19 ans seulement, qui nous a sorti une perf digne des plus grands milieux de Serie A cette saison. Très très gros match de ce petit. On passe à l'Allemagne ? On passe à l'Allemagne avec ce week-end le classiqueur entre Dortmund et le Bayern Munich. Match nul 1-1 entre les hommes de Nuri Sahin et ceux de Vincent Kompany. Benoît Gittens a marqué à la demi-heure de jeu et pensait pendant longtemps que son but allait suffire, et ça aurait pu être le cas. Malheureusement, Jamal Musiala n'était pas du même avis, et dans les dernières minutes, il a profité d'un cafouillage dans la surface pour planter le but de l'égalisation dans la 85e ou 86e minute, je crois. On va passer aussi du côté de Leipzig, qui a pris une gifle monumentale dans tous les aspects, que ce soit dans le score ou même dans le jeu, face à Wolfsburg. Les coéquipiers de Mohamed Amoura n'ont pas arrêté d'être devant la cage de Leipzig et ont marqué à 5 reprises, dont 3 fois avant le quart d'heure de jeu. Donc très très grosse contre-performance de Leipzig, qui perd des places au classement. Le club qui profite de ça, c'est Francfort. Francfort, encore porté par un Omar Marmouche, dont on n'arrêtera jamais de parler, je pense. Doublé encore ce week-end, 13 buts depuis le début de saison en championnat. Francfort donc remonte à la 2e place après la victoire 4-0 face à Heidenheim. Leverkusen, St. Pauli, Augsbourg, Fribourg et Mayence ont tous gagné leur match ce week-end et montent tous au classement. Donc grosse progression pour eux.
Et on finit aussi par un petit tour du côté du Portugal, où c'est officiel, le Sporting n'est plus invaincu en championnat. On savait, ça allait être compliqué après le départ de Ruben Amorim, mais je pensais pas que ça allait être si tôt et que l'équipe allait manquer de repères à ce point-là. Défaite 1-0 contre le 4e Santa Clara et donc plus que 3 points d'avance sur leur dauphin Porto. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Eurotour. Après ces résultats un peu compliqués, on va partir au niveau de la Ligue 1 avec un match exceptionnel de la part de Patrick Karlgren. Et ça, c'est une performance XXL contre le Paris Saint-Germain. Et Célian va nous en parler tout de suite. Donc effectivement, donc au bord du précipice comme chaque saison, il aurait fallu un miracle pour le FC Nantes pour ne pas perdre au Parc des Princes samedi soir. Et ce miracle, il est arrivé, il a 32 ans, et il est arrivé sur les bords de l'Erde en tant que doublure d'Alban Lafont cet été. Ce dernier, traversant une mauvaise passe ces derniers temps, il a donc été remplacé par Patrick Karlgren samedi soir, qui jouait son premier match avec les Jaunes et Verts. Et a impressionné la planète foot grâce à sa performance contre le PSG. Réalisant 9 arrêts, le portier suédois a reçu la note honorable de 7 par l'équipe et a été nommé dans l'équipe de la semaine. Mais qui est réellement le portier qui pourrait devenir le futur numéro 1 du FC Nantes ? Il a débuté sa carrière dans son pays d'origine en 2012. Il quitte rapidement l'IK Brague, son club formateur, pour rejoindre l'AIK Football. Après 4 ans et 90 matchs passés dans ce club, 2 deuxième places et 2 troisième places, le gardien file pas très loin, car en hiver 2017, il débarque au Danemark sans y rester très longtemps, car il quitte le Danemark pour la Turquie 5 mois plus tard. 1 an plus tard, le gardien suédois retourne au Danemark dans le club de Randers, où il remporte son premier trophée, la Coupe du Danemark, en 2021. C'est son premier trophée, mais le second de sa carrière. C'est son premier trophée en club, mais le second de sa carrière. En effet, en 18 matchs avec l'équipe Espoir, le portier suédois a remporté la Coupe Espoir, la Coupe d'Europe Espoir, mais n'aura pas concrétisé en pro, avec seulement une petite sélection contre la Finlande le 10 janvier 2013, où son équipe l'aura remporté 3-0. Il ne lui reste plus qu'à concrétiser samedi soir en cas de titularisation face à Rennes pour entrer définitivement dans le cœur des Nantais. Donc j'aimerais vous demander qu'avez-vous pensé justement de sa performance ? Sa perf, elle est exceptionnelle. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je l'avais vu très rapidement quand il jouait au Danemark. Mais faire un match comme ça, alors que le FC Nantes est surdominé pendant toute la rencontre, chapeau. Et j'espère qu'il aura beaucoup plus de temps de jeu, notamment peut-être ce week-end face à Rennes. On l'espère. Parce que ce genre de performance, on en a besoin. Surtout qu'on sait qu'on a toujours pas le ballon avec le jeu que propose Camboiré. Donc j'espère revoir Karlgren ce week-end et peut-être pour longtemps. Justement, je trouve qu'Antoine Camboiré a beaucoup de défauts en ce début de saison, mais il a eu l'audace de titulariser Patrick Karlgren dans un match comme ça au Parc face à Paris. Bah franchement, c'est un choix fort et ça peut s'avérer payant parce que mine de rien, c'est compliqué de bouger un Lafont qui est en place depuis longtemps et mettre un type qui a plus de 30 ans, qui vient du Danemark en doublure. C'est un choix fort, mais je pense que ça peut qu'aider Nantes et Lafont, d'ailleurs, de voir un concurrent comme ça. Donc là, il fait un grand match au PSG. Bon, c'est qu'un match, on va pas s'enflammer, mais s'il continue à jouer dans 2-3 matchs, il peut s'imposer, je pense. Ouais. On va rester du côté de Nantes. On a pu voir des débordements lors de Nantes-Le Havre il y a maintenant 2 semaines. Et le ministère de l'Intérieur a annoncé, suite à ce match et à ces débordements, vouloir dissoudre la Brigade Loire. Mais alors, qui sont les responsables de ces débordements ? Est-ce que ce sont les joueurs, les clubs, les supporters ou les forces policières ? C'est le sujet de débat ce soir avec Loris, Célian, Corto et Noam. Mec, c'est quoi pour vous le problème de ces débordements ? Moi, je vais commencer. Je pense que c'est complètement les supporters qui n'ont pas à réagir comme ça, qu'importe les décombres, les résultats des joueurs, ce qui se passe dans le staff.
Les supporters doivent se tenir un minimum. Ils savent bien qu'ils vont que désavantager le club à faire ça. Mais Loris, toi qui étais présent, tu vas plus nous en parler. Bah du coup je suis pas d'accord avec toi du tout, mais pour moi c'est plus un problème du club. Ça fait 17 ans que la direction elle est là, ça fait 17 ans que la direction elle est incompétente au club, et je pense que pour qu'il y ait un changement, c'est nécessaire qu'il y ait une petite action. Après je ne cautionne pas la violence, mais Non. c'était pas vraiment... Enfin, moi j'y étais présent, il n'y avait pas attention de rentrer sur le terrain. C'était plus une action pour faire peur aux joueurs, pour faire peur. Mais à un moment, il faut réagir. Je pense que les mecs, là, ils font les déplacements depuis 17 ans. Ils mettent de l'argent tous les week-ends. Ils se donnent pour faire des tifos, des animations. Ouais. Et, excusez-moi du terme, mais les joueurs leur chient dessus, littéralement. Non, mais c'est vrai. À un moment, je pense qu'il faut arrêter. Et c'est compliqué. Nous on peut encore plus en parler en tant que supporter nantais. C'est une situation depuis 2009, 2007, 2007, ouais. le rachat de Kita. C'est une situation qui n'a cessé d'évoluer, mais dans le mauvais sens. On peut en avoir ras-le-bol de cette situation et avoir envie que ça change. Après, je pense que malheureusement, c'est pas en envahissant le terrain et en faisant des débordements comme ça. Il n'y a pas eu d'envahissement de terrain. Il n'y a pas eu d'envahissement de Et terrain. honnêtement, mais, je pense que s'ils avaient voulu envahir le terrain, ils Il l'auraient l'aurait fait. fait. il l'aurait fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça sur le papier, ça peut marquer. Mais le problème, c'est que là, on voit les sanctions, on voit les mots de Bruno Retailleau qui chercherait à dissoudre la brigade. C'est pas forcément ce qu'on a envie. C'est plutôt lui qui a été C'est- dissous. Il n'y a pour plus aucun le pouvoir coup. maintenant. Ok, bon. Après, je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut réagir, bien sûr, et il faut faire passer des messages. Mais Nantes sait très bien le faire avec les banderoles. Mais les banderoles, Après pense que 17 ce ans de week-end, banderoles, on j'ai voit où ça l'impression mène. qu'ils donc les je lisent pense plus, que, hein. oui. les banderoles, ils... Non, mais surtout, quand Ils tu les ont dis, jamais lus, je pense. Quand tu dis faire peur, je trouve ça ridicule. Vouloir faire peur aux joueurs, faire peur à la direction, mais il y a des enfants, je trouve, ils n'ont pas, dans tous les cas, à déborder comme ça. Normalement, c'est des professionnels à Nantes, dans le staff, dans les équipes, dans les bureaux. Bon, là, on voit qu'il manque de professionnalisme, mais si même les supporters commencent à déborder, ils vont clairement couler. Nantes, peut-être un mal pour un bien, mais Je pense- s'il y en a bien au moins qui peuvent montrer l'exemple, si l'équipe, le staff le fait pas, c'est eux, quoi. Quand tu vois des joueurs qui préfèrent, qui Aller pensent plus à Allez, leur des boîte de concerts. nuit, à leur boîte de nuit après au Moda, plutôt qu'au match à la Beaujoire, faut se poser des questions, Non. je pense. Non, mais comme je l'ai dit, 17 ans que tu es sous l'air Kita, 17 ans que tu fais tous les déplacements. Tous les week-ends, il y a des animations, quasiment tous les week-ends, Oui, des tifos, des craquages, l'ambiance. C'est une des meilleures ambiances de France, franchement. Ouais. Oui. Pas la meilleure, il faut rester objectif, mais Peut-être. franchement, c'est dans le top 5 des meilleures ambiances de France. Oui, Et je pense que tu te donnes, t'es 17ème, tu te donnes tous les week-ends, tu te casses la voix, et à un moment, il n'y a aucun respect. Franchement, il n'y a aucun respect de la part des joueurs, il n'y a aucun respect de la part de la direction, il n'y a pas de projet depuis 17 ans. Je pense que quand tu es un club comme Nantes, qui a gagné 8 fois le championnat, à un moment, tu as le droit de t'énerver, même si bon, la violence, oui, c'est pas la bonne solution. Non, mais moi, je pense que tu viens pas au stade, quoi, si t'es pas content. Non. Tu boycottes de cette manière-là, au pire. Là, les joueurs, ils vont Oui, savoir Oui, les donc Oui, mais tu donnes si- raison à la oui, direction voilà. qui... Non, non. N'importe quoi. Toi, quand on est en violent, tu donnes pas raison à la direction. Ils s'en branlent. Nantes a fait 1 contre le PSG, je pense que ça les a un peu secoués. Tu penses que c'est dû au débordement Je pense que ça leur a fait un certain choc aux joueurs. Quand tu vois la direction des joueurs à la fin, enfin la Ok. direction, la réaction des joueurs, Honnêtement, je Excuse-moi. pense pas. Je pense que là, c'est surtout le plan sportif où. il n'y a pas de plan sportif. Bah, si. Ils font à 5 et mettent 3 milieux et Non, mais t'as les un... balancer devant pour qu'il y ait Moses Simon ou Ablin qui fassent un exploit. C'est pas un plan sportif. Non, je dis pas que c'est un plan. Je dis pas que c'est un plan sportif viable, mais le problème c'est que c'est la situation à Nantes. Et maintenant, je pense pas que c'est en faisant des débordements comme ça et tous les week-ends, parce que ça continue, ça va continuer si. Oui. Si on les arrête pas un moment, je pense que ça va rien arranger et limite ça va plus embraser dans l'autre sens qu'autre chose. Donc ouais, non, je trouve ça dommage d'en venir à ça. Donc pour vous, c'est Et quoi ça la ternit solution l'image. C'est quoi la solution? On dissout la Brigade Loire? On dissout des gens qui donnent tout pour non, leur moi, je club? pense que c'est la phrase qui revient tout le temps avec Nantes, il faut changer un truc dans la direction, quoi.
La direction doit c'est bouger, vrai. je suis d'accord. Donc on est d'accord au final. Oui, Non, la direction. qu'il y a un problème en haut, mais ça peut pas se retranscrire par des violences en bas, entre guillemets, dans le football. Personne n'a été blessé. Il y a eu des violences, la violence. On Il y a- parle pas. Quelle violence Des actes de Balancer violence. 2 barrières, c'est de la violence. Ils ont voulu faire peur, comme tu dis. Il y a eu, Mais oui, il y a- Ils ont renversé des barrières et tout, mais C'est un acte violent et même s'il n'y a pas de blessés, même s'il n'y a pas de séquelles derrière, c'est oui des actes qui n'ont rien à faire dans un stade de foot. Nous on est là, justement comme tu dis, on paye nos places, mais on les paye pas pour rien, on les paye pour supporter notre club parce que c'est notre club de cœur et qu'on a envie de les voir jouer et qu'on a envie et on espère les voir gagner à la fin du match. C'est pas arrivé souvent cette saison, mais En une année, il y a eu une victoire contre Auxerre. Donc, Ah. parce que Les civils. une année civile, hein, quand même. Oui, On se rend oui. compte, À à la la Beaujoire. Beaujoire. C'est oui non mais Paye ton abonnement, je mais suis bon. d'accord. oui, bon, c'est bien. oui. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un problème en haut. Maintenant, ouais, je pense que c'est pas comme ça qu'on règle ces problèmes-là. Et je sais pas si d'ailleurs les supporters ont quelque chose à jouer et Bien qui sûr. peuvent réellement influencer. Je sais pas. La direction à part revient, les supporters ils sont toujours là. Il y aura toujours du monde pour aller supporter. Bah oui, sûr. Et c'est eux le fonds de commerce. Mm. T'as pas de supporters dans un stade, tu coules. Tu vends pas de place, tu vends pas de maillot. Donc Ouais, bah je ouais. pense qu'il y a un mot à dire. Après, je suis d'accord avec vous que c'est Oui. peut-être pas le bon moyen de le dire. On est tous d'accord. pour- Sur ce front-là, oui, la Le violence problème, il est, n'était pas. Pas un tribunal à la base, quoi. Non, Oui. non, non. Dessus, mais c'est Évidemment. dommage que ça ternisse l'image du club encore plus, quoi. Ouais, c'est Oui, oui. Parce que Nantes, on belle ambiance, machin, mais résultat, c'est un peu mitigé ces 5 dernières C'est années. mauvais, tu peux le Mais dire. même c'est- quand on voit le club, quand on parle de Nantes, la Brigade Loire, c'est des bagarres, ils se prennent des amendes, ils sont suspendus un match sur deux, donc c'est dommage. Très bien. Je pense qu'on. On passe tout de suite au quiz de fin d'émission. Pour ce quiz, vous allez devoir me citer tous les pays qui ont gagné un ballon d'or. Pour ça, vous serez en deux équipes. Donc, Wow. Loris, Ah, tu seras avec ok. Célian et Corto, tu seras avec Noam. Donc, c'est l'équipe qui aura le plus de points au final qui gagnera. Attention, il y a des pays qui n'existent plus. Il y en a deux. Ok. Et voilà, donc c'est parti. Essayez de pas aller trop vite non plus, Tous les parce pays. qu'après vous allez vous emmêler les pinceaux et nous Histoire aussi. qu'on- J'en ai besoin. On va vous donner un crayon, ça va arriver vite. Je pense 100% on gagne. C'est tous les pays. Mais oui, mais vous avez Porto qui se Tous les l'habite à pays dire. qui ont gagné un ballon d'or, donc depuis sa Ouais, création. Ardoise, c'est pas mal Ardoise sinon. Si on fait Ardoise. Comme ça on monte l'Ardoise, ça vous laisse Ouais, le temps, vous non pouvez faire avec l'ardoise On peut aussi. pas tout noter sur l'ardoise. Moi, ça va être long. Bah comme vous voulez. Et donc, Loris et Célian, vous pouvez Est-ce commencer. que c'est sous forme Pourquoi il comme le commence dernier quiz où il Oui, y a. c'est comme le dernier quiz, c'est un par un. Pourquoi il commence Ah, après, vous Non, pouvez faire un on peut faire un Shifumi au pire. Shifumi, hein. Faites un Shifumi. Au pire, ouais. Allez, Corto. Vas-y. Après, je pense, oui. Et c'est Célian qui remporte le Shifumi. Ok. Bon, je vais dire le plus évident, oui. La France. Oui, France, ouais. 7 ballons d'or. Attends, doucement. Bah, le Brésil. 5. Portugal. Oui, 7 également. L'Argentine. 8. Les Pays-Bas. Ah, Vas-y. 7 ballons d'or également pour les Pays-Bas. L'Allemagne. Oui, c'est également 7 ballons d'or pour l'Allemagne. L'URSS. Oui, l'URSS, c'est 3 ballons d'or. La Croatie. La Croatie, c'est 1 ballon d'or. L'Espagne. L'Espagne, c'est 4 ballons d'or. L'Italie. Voilà, c'est ce que j'ai dit. L'Italie a remporté 5 ballons d'or. Parce que lui, on le sort en dernier. Mais si, je pense Faut mettre pas. du Le temps. Libéria. Le Libéria, c'est un ballon d'or avec Georges Weah. Georges Weah. Seul pays africain. Bon, bah, l'Ukraine. L'Ukraine, effectivement. La République tchèque. Avec Pavel Nedved. La Tchécoslovaquie, c'est validé, on le valide. Bah, parce que- République tchèque, Tchécoslovaquie. La Hongrie. La Hongrie, oui. Je suis pas Je sûr. parle seul. Ce qu'on a pas dit. Ah ouais, non, on n'a pas dit. L'Angleterre. Et oui, l'Angleterre, 5 ballons d'or. Ah, on est- Wow. Il reste uniquement des pays qui ont gagné un ballon d'or. C'est vrai Et est-ce qu'il en reste beaucoup? Il en reste 4. Ça, je pense que ça marche pas. Ça marche pas?
Oui, non, ça marche pas. C'est à eux, là. Allez, 10 secondes, là, allez, on se dépêche. Mais ils ont pas eu de timer alors qu'ils Ouais. ont, Oui, non. pris du temps. Je sais pas. Il a pas gagné. Allez, Corto. Moi, je sais pas. Là, j'ai plus d'idée. Là. Ouais, on passe. On passe au passe. tour. Ouais. À nous. Bah, on n'est pas sûr, mais la Bulgarie avec Stoïkov. Oui, la Bulgarie, un ballon d'or. Il reste 3 pays. On a 2 points d'avance, là, du coup. Ouais. Un. Ah, mais vous avez commencé. Donc, il en reste 3, là. L'Uruguay. Non, l'Uruguay n'a pas de ballon d'or, malheureusement. Parce que les clubs sud-américains sont arrivés très tard. C'est vrai. Bah, attends, c'est fini, là. Non, il en reste 3. Il reste 3. Ah, et donc, on les fait tous. Ah, vous essayez, oui. Ils peuvent encore vous rattraper. Hein. 2 pays qui n'existent plus. Non, les pays qui n'existent plus ont été on dit. les a C'était déjà l'URSS et la Tchécoslovaquie. Le Danemark ou pas? Oui. Avec l'Audrup. Oh, Le Danemark. L'Autriche, ouais. Bien joué. Il est trop con. 10 à 7. L'Écosse. L'Écosse. Avec Daglish. Dalglish. Ah putain. Et il en reste un dernier. Est-ce qu'il est dur à trouver? Il est assez dur. Mec, ça se trouve, c'est ça. Ça se trouve, c'est ça. Vous pouvez tenter, hein. Viens, on tente. De toute façon, Mais vous non, avez il a gagné. dit les pays qui n'existent plus, on l'a fait. Ah, on a tout fait des pays qui existent. Ah oui, oui. C'est bien de suivre. Si vous voulez un petit indice, Dans tous les cas, on a gagné même s'il le trouve. Bah, ex-aequo, si on trouve. Ex aequo si on trouve. Ah ouais. c'est un pays européen. Européen. La Roumanie. Non. C'était à nous déjà. Oui, c'est à nous. Oui, en plus. Au moins, En plus. Autant pour moi. Bien, merci. Attends. Après, Je peux vous donner le prénom de celui qui a remporté le ballon d'or pour ce pays. Ouais. C'est Georges. Ah non, je l'ai pas. En Europe. Georges. Et c'est son- La Pologne. L'Irlande du Nord. Non. Oui, Georges Best. Best avec l'Irlande du Best. Nord. Putain. Donc, on Ah, va faire il les il y a quand même dit un Georges en Pologne. Il a dit Roumanie, après il dit en fait il fait ce qu'il veut. Du coup, match nul. Ah non, ça fait 18. Pour qui? Bah pour Célian et Loris. Ah bon? Oui. 18. Mais tu nous as dit que si on marquait un point, on était à égalité. Non, mais c'était avant. Mais après, vous avez refait une erreur. Ah, c'est ok. Et ça fait des enlèves. Ah oui, erreur, c'est Non, moins un. ça, mais bah, ils ont refait une erreur et ils l'ont trouvé après. Ok. Ah ok. Donc ça fait 10 à 8. Encore un cafouillage, mais c'est pas grave. D'accord. Noam qui est assez mauvais perdant là, ça fait 2 émissions. C'est pas grave. C'est vrai. Bah, merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis pour C'est fini, l'émission de Sous la barre. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ouais, Avec, à la prochaine. Bonne soirée à tout le monde, à dans 2 semaines. soirée. Merci beaucoup Ok. de nous avoir suivis.